Bonsoir téléspectateurs, bienvenue sur Afrique Today dans votre émission Audience. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un monsieur très respecté dans la communauté africaine, un monsieur de très grande valeur, on va dire, un monsieur à qui j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il abat dans la communauté africaine, notamment ici en Amérique et à travers le monde entier. Audience vous dit bonjour, bonsoir, monsieur Adrien, bienvenue sur notre plateau. Nous vous laissons le temps de saluer nos téléspectateurs et de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci mon frère Ben, bonsoir, bonjour je dirais, pour nous qui sommes ici aux USA. Et voilà, qui suis-je? Je suis monsieur Adrien Ngouliankama, je suis de la République démocratique du Congo. Je suis ici aux USA depuis presque deux décennies, voilà. Et qui suis-je d'autre? Je suis pasteur, je suis aumônier à l'université, mais aussi j'enseigne de temps en temps des cours d'anthropologie, de sociologie. Voilà ce que je suis, bref. Voilà, vous êtes professeur, qui dit professeur dit éducateur, n'est-ce pas? Et selon vous, quel est le droit que l'éducation doit occuper au sein du continent africain? Eh bien, l'éducation, c'est il en faut. Sans éducation, il n'y a pas de progrès. Parce que qui dit éducation parle du savoir. Quelle que soit la nature, les statuts, la forme de cette éducation, mais pourvu qu'on éduque. L'éducation a sa raison d'être. Si nous parlons par exemple de formation scolaire, académique, et que sais-je encore, eh bien l'Afrique en a tellement besoin. Elle a tellement besoin. Savoir ses pouvoirs, et dans un monde comme celui-ci où il y a des avancées technologiques de grande envergure, eh bien, nous, en tant qu'Africains, nous devons assurer que l'éducation est de taille en Afrique pour que ces derniers, je veux dire l'Africain, soient à même de rentrer en dialogue avec ses co-villageois, c'est-à-dire que les gens d'autres continents avec lesquels nous dialoguons, voilà. Ok. Vous avez tantôt dit que vous enseignez à l'université, actuellement vous enseignez à l'université of America. Oui, j'enseignais, je suis aux USA, depuis que je suis aux USA, j'enseignais dans 3 universités déjà. J'enseignais l'anthropologie à l'université de Kansas, juste après que j'ai obtenu mon doctorat dans l'université de Londres. Je suis venu aux USA pour faire une aventure post-doctorale. Donc de l'université de Londres, je suis allé à l'université de Kansas, à Lawrence, où je travaillais avec le professeur John Johnson. Le projet était celui d'aller à Harvard, où je devrais travailler avec le professeur Arthur Kleinman, qui est un grand anthropologue. Et je me suis retrouvé au Kansas, où je fais ma première aventure post-doctorale. Et là, j'ai enseigné. Et puis, de là, je fais ce que j'appelle mon Kutankinte. Je suis venu ici, dans la région métropolitaine de DC, où j'ai enseigné d'abord l'anthropologie à George Washington University, où j'ai enseigné un cours sur la santé en Afrique, un cours de graduate course. Et puis par après, je dirigeais un programme à l'Université de Maryland, au département d'anthropologie. Pendant quelques mois, un programme sur les réalités de santé parmi les immigrés, mais aussi les immigrés africains, mais aussi notre cher continent, n'est-ce pas, africain. Et par après, je suis allé enseigner la sociologie et l'anthropologie à Bowie State University pendant peut-être 5 ans. Et puis, jusqu'au mois de décembre, j'ai enseigné un cours sur les religions en Afrique et la diaspora à George Washington University. Et voilà, bref. On vous a vu lors des manifestations contre l'esclavage
en Libye, qui avait suscité beaucoup d'émoi au niveau de la communauté africaine et partout dans le monde entier. Et vous n'étiez pas en reste, vous avez entrepris des démarches pour dénoncer cela. Pouvez-vous revenir un peu sur cet épisode? Très bien, mon frère. Je suis, comme je le disais tantôt, aumônier, et ça fait partie de ma mission pastorale au sein de l'université américaine, American University, où le projet ou la mission n'est pas seulement celle de pouvoir promouvoir les savoirs, mais aussi, d'ailleurs, c'est là l'objectif, c'est que doit être le destin du savoir, c'est-à-dire que le savoir doit être pratique. Je fais ma pastorale là-bas, et nous sommes aussi ces miroirs pour l'Afrique là-bas. Nous sommes une voix pour l'Afrique. Et quand nous avons appris qu'il y a cette situation ignoble qui avait lieu en Libye, eh bien, nous ne pouvons qu'agir, parce que ce qui touche à l'Afrique nous touche. Comment avez-vous agi? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Concrètement, nous avons organisé des réunions, de discussions, de forums, où nous avons dialogué sur cette question de ignoble, ces problématiques, ces situations humaines, de vente, c'est pas moi, des êtres humains. Donc nous avons eu des forums à American University, des forums auxquels nous avons invité des gens de marque, comme tu as remarqué. Nous avons eu des collègues professeurs, nous avons eu des gens de la communauté, nous avons eu l'ambassadrice, n'est-ce pas, la représentante de l'organisation, n'est-ce pas, l'Union africaine qui est venue. Donc une dame, une sœur que j'invite régulièrement, d'ailleurs à l'université, c'est une personne formidable qui nous soutient. Donc voilà, nous avons engagé cela, et puis nous avons informé beaucoup de gens qui ignoraient que une situation aussi déshumanisante comme celle-là existait. Avez-vous été entendu? Il y a eu des suites par rapport à ça, ou concrètement? Je crois que nous avons été entendus. Pourquoi? Parce que nous savons que, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui ont pas seulement salué notre bravoure, mais qui pas seulement salué notre bravoure, mais qui se sont engagés pour le projet de pouvoir émanciper, n'est-ce pas, la dignité humaine en Afrique. Dignité humaine, l'émancipation de la dignité humaine en Afrique, ce sont les mots du professeur Adrian. On va revenir tout de suite après une page de pub. Merci. Merci. Retour sur le plateau de audience avec professeur Adrian, docteur Adrian. Docteur, vous avez parlé tantôt de la dignité humaine africaine. Et d'aucuns disent que l'Afrique est le continent de l'avenir, et le continent, le berceau de l'humanité. Qu'en pensez-vous quand vous parlez de dignité humaine? Eh bien, les discours selon lesquels l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est un discours qui est bien connu, qui ne fait aucune, je dirais, dispute. C'est bien connu, parce que les études sont là, des études par le géant comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, et aussi d'autres érudits occidentaux
eh bien, honnêtes, qui ont parlé, qui parlent l'Afrique comme berceau de l'humanité. Les archéologues, les anthropologues, et j'en passe, parlent, même des linguistes aussi. Mais qu'est-ce que je vais dire quand on parle de la dignité humaine? Vous savez, qu'on soit blanc, noir, ou asiatique, que sais-je encore, l'humain, l'être humain, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'existence. L'être humain, c'est le microcosme d'ailleurs de l'existence. L'être humain, voilà, c'est, qu'est-ce qu'on dit, l'épitome, c'est la conclusion, c'est la raison d'être même de l'existence. Alors quand on voit que sa dignité n'est pas respectée, n'est pas mise en valeur, eh bien c'est un problème pas seulement pour celui dont la dignité est en train d'être bafouée, mais c'est un problème pour tout le monde. Et qu'est-ce que souvent les Africains s'indignent à ce comportement qu'ils croient être un comportement contre le noir ou contre l'Africain en particulier. Pourquoi et quels sont les facteurs qui font qu'ils s'indignent? C'est l'histoire. Hein, c'est l'histoire qui fait que nous puissions nous trouver peut-être dans ces contextes où l'on émet des thèses qui sont aussi qui sont vraies, que l'Africain, sa dignité, elle est mise en jeu plutôt. Et par qui? Pas seulement par comme on le dit souvent, par l'homme occidental, mais par l'Africain lui-même. Comment ça? Et voilà, donc c'est vrai que nous pouvons parler de l'esclavage, nous pouvons parler du colonialisme, mais aujourd'hui, il y a le néocolonialisme. Et ces gens qui nous dirigent, ces présidents, pour la plupart, ne sont que des marionnettes. Et la plupart des souffrances qui sont les nôtres, moi, je dirais, elles sont affligées par des bourreaux africains. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte ici et qui vient imposer un régime, c'est pas moi, hégémonique, dictatorial chez nous. Donc, le problème de l'homme, c'est l'homme, et le problème de l'Africain, je dirais, c'est l'Africain lui-même aussi. Hein? Donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne tient pas compte de l'histoire, des injustices historiques, n'est-ce pas, du monde occidental, à l'endroit de l'Afrique, elles sont là. Mais je ne crois pas que cette thèse, c'est pas aussi vrai que soit le seul facteur de nos souffrances. Et selon vos discours, on sent aussi quand même que nous faisons la reproche nous-mêmes de par nos comportements et comment nous nous traitions en tant qu'Africains. De ce fait, l'image africaine de l'Afrique est ternie. En tant que panafricain, comment vous comptez remédier à ces préjugements? Je crois que le problème de l'homme, s'il faut que je reste sur le plan éthique, le problème, c'est un problème moral, c'est un problème, c'est l'égoïsme, n'est-ce pas? C'est l'égoïsme. Et alors que l'Afrique, l'anthropologie africaine ou les discours philosophiques anthropologiques africains définissent l'homme en termes de relations. Je suis parce que tu es, donc je suis. Ce n'est pas... c'est pas moi un discours cartésien ou c'est pas moi des ego cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Pour nous l'Africain, en tout cas traditionnellement, c'est défini en termes de relations. J'ai l'impression que ça devient l'inverse. L'Africain est connu pour sa vie en communauté. Voilà. Mais maintenant, on est plus individualiste. L'ego, voilà, c'est plutôt cette philosophie cartésienne, occidentale, n'est-ce pas, qui domine aujourd'hui.
Hein, donc, on est caractérisé, on s'est défini de par sa propre individualité. C'est pourquoi tu vois, dans nos pays africains, comment comprendre que 95% de gens sont dans la pauvreté la plus extrême. Et bien voilà, il y a, c'est pas moi 3, c'est pas moi une famille ou 4 familles, eh bien, qui vont prendre tout l'argent du pays. Et comment concrètement, je disais tantôt, y a-t-il un travail pour remédier? Y a-t-il des discussions, des forums, des actions? Donnez-nous des exemples. Mon frère, moi je crois qu'il était temps que nous parlions, que nous puissions redécouvrir, n'est-ce pas, la force de la parole qu'avaient nos aînés. Et quand ces gens, les gens comme Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas, s'est rencontrés au quartier latin, n'est-ce pas? Nous sommes dans les années 30, et au sein de ces grands mouvements que nous connaissons, la négritude, et où ils ont promu les valeurs éthiques africaines. Et il va falloir que l'Africain apprenne à s'aimer aujourd'hui. Mais est-ce que ce discours n'est pas obsolète aujourd'hui? Non, mais écoutez, c'est là d'ailleurs le fondement de notre existence. Donc si nous devons vraiment promouvoir l'existence africaine, nous devons partir, n'est-ce pas, de ces concepts fondamentaux de l'être africain. Et oui, donc c'est ce concept qui déconstruit la solitude, que l'Africain existe, c'est pas moi en termes de relations. Et c'est ce qu'ont chanté, c'est pas moi les pères de la négritude, et puis d'autres mouvements qui ont été prônés par des gens tels que Julius Nyerere, et j'en passe. Je parlais avec un ami qui me disait tout le temps que les Africains font dans les beaux discours. C'est les beaux discours, c'est les termes, c'est les slogans. Mais rien n'est encore fait en termes concrets, en termes d'action. C'est pour ça, tantôt, que j'ai dit, est-ce que ce discours de négritude n'est pas obsolète par rapport à la modernité? Mais non, mon frère, nos aînés, ils ont été pragmatiques. Senghor, Aimé Césaire, ce n'était pas des discours abstraits. Cheikh Anta Diop, ce n'était pas des discours abstraits. Eh bien, leurs prouesses, nous les chantons. Eh bien, l'adage selon lequel que les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est français. Tu comprends? Donc, moi, je crois que le problème, c'est l'homme en soi qui est méchant. Et d'ailleurs, si je dois me vêtir, ce n'est pas moi de mon habit religieux ou c'est pas pastoral, je dirais que c'est le problème du péché. Parce que l'homme et les loups, Jean-Paul Sartre disait que ben voilà, l'enfer c'est l'autre. L'enfer c'est l'autre, c'est l'autre. C'est quoi, je crois, c'est Jean-Jacques Rousseau qui parle de l'homme n'est bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Je crois que c'est faux, archi faux quand même. Parce que dans l'homme, il y a ces caractères égoïstes. On veut souvent son propre intérêt. Son propre intérêt. Voilà. D'accord, merci. Nous allons prendre une petite pause de pub et nous revenons pour la suite de cette émission Audience. À tout de suite. Retour sur ce plateau pour la dernière partie, monsieur le docteur. On a parlé des discours, des slogans, des mouvements. Et aujourd'hui, après le colonialisme, quels sont les rapports ou que doivent être les rapports entre l'Afrique et le reste du monde? Bien, écoutez, nous sommes appelés de pouvoir vivre ensemble. Pourquoi? Parce que nous partageons le même espace. Les rapports doivent être harmonieux. Je suis très influencé par cette éthique, cette pensée de Martin Luther King. C'est pas moi, il la reprend dans plusieurs de ses ouvrages d'ailleurs. Quand il va dire que nos destins sociaux sont
interliés. Et oui, c'est-à-dire que voilà une thèse qui a aussi été mise en relief par les sociologistes, les sociologues plutôt, les sociologues de risque. Là, je pense aux gens tels que Ulrich Beck, de cette école de Tübingen. Je pense aux gens tels que Anthony Giddens, de la London School of Economics. C'est-à-dire que quand ça ne va pas dans un endroit, quelque part, dans un autre continent, ipso facto, eh bien, le reste du monde est affecté. Quand il y a Ebola au Congo, voilà, ce n'est pas seulement les Congolais qui vont en souffrir. Donc, les gens ailleurs. Quand ce n'est pas moi, il y a un problème, ce n'est pas moi écologique, ce n'est pas moi en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est le reste du monde qui en souffre. C'est-à-dire que nous sommes appelés, nous, en tant qu'Africains, de pouvoir être un peu avec tout le monde. Comme un gros village. Voilà, donc comme un gros village. Donc, ces discours qui veulent se créer, c'est pas moi, de petits coins, recoins, surtout pour c'est pas moi, c'est pour moi des intérêts personnels, ça ne marche pas. Parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes appelés de vivre ensemble, qu'on soit, c'est pas moi, un Européen, un Américain qui va déhumaniser, exploiter l'Afrique ou l'Asie, mais c'est seulement pour sa propre perte. Absolument. Donc, vice-versa. Donc, moi, je crois que nous devons plutôt promouvoir cette culture de fraternité globale. Et Senghor, encore dans Liberté, voilà un homme que j'aime beaucoup, disait que à ces grands rendez-vous, n'est-ce pas, du donner, du recevoir, lui, il a été, c'est pas moi, influencé par ces prêtres français, comment ils s'appellent encore, Teilhard de Chardin, qu'à ces grands rendez-vous, n'est-ce pas, du donner, recevoir, cette grande culture universelle, n'est-ce pas, et cette fraternité universelle, eh bien, l'Africain ne va pas, qu'est-ce qu'on dit, bras ballants. L'Africain a une contribution majeure à faire. D'ailleurs, il disait, sur cette même lancée, il disait qu'il faut s'enraciner et puis s'ouvrir voilà. au reste du Donc monde. la culture africaine a beaucoup à donner au monde occidental, au reste du monde d'ailleurs. Notre caractère de pouvoir vivre, n'est-ce pas, en groupe que nous avons perdu. Et ça, c'est une contribution de grande valeur. Vous avez été séduit par Senghor en tant que littéraire ou en tant que poète ou en tant que président? Voilà. Mais Senghor m'a séduit en tant que poète. Il m'a tellement séduit, Senghor. Je lis beaucoup de son œuvre. J'ai beaucoup lu Senghor. Et jusqu'à présent, il continue à me séduire. J'ai juste nommé Senghor, mais vous avez cité aussi des gens comme Cheikh Anta Diop, par exemple. Nyerere. Vous savez, ces grands, ils ont quelque chose en commun, c'est plutôt la valeur anthropologique africaine, qui consiste à pouvoir vivre ensemble. La solidarité africaine, c'est ce qui fait notre force. Absolument. Et c'est là, donc si nous perdons cela, eh bien, nous sommes foutus. Parlons économie. On a entendu ces coopérations économiques, en particulier les accords, le partenariat économique, les APE, qui sont vraiment dénoncés en Afrique et rejetés par la plupart des Africains, croyant que ce n'est pas de bons accords, c'est quelque chose qui va à l'encontre des bénéfices africains, des avantages africains. Ces accords, selon vous, sont-ils raisonnables, justes et profitables aux Africains? Je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée à parler de ces accords, mais c'est que vrai, en tant que sociologue, théologien, anthropologue, je m'intéresse au comportement, je m'intéresse aux cultures, je m'intéresse à ce qui est vécu. Et quand un système ne profite pas l'autre, c'est un danger pour tout le monde.
Donc, hélas, bon gré malgré, hein, ce qui est fait contre l'Afrique et par le système qui en ont le pouvoir, et des systèmes qui ont pour la plupart d'ailleurs des marionnettes de gens chez nous. Et bon, pourquoi? Parce que c'est pour les profits. Et que dire sinon interpeller tout le monde, interpeller les gens qui ont le pouvoir à pouvoir promouvoir la culture, n'est-ce pas? De la fraternité universelle. Parce que quand un pays ou un peuple est exploité, eh bien ce n'est pas pour le bien de l'autre pays, c'est qui exploite. Hein? Donc je crois que quand un système économique favorise seulement un groupe, un peuple, une nation, eh bien c'est un système odieux qui ne peut être que déconstruit. Je crois que l'économie a un rapport avec la sociologie. Si on part sur la base que, je crois qu'on dit dans la sociologie que le bien-être oblige au bien faire, right? Oui, le bien-être, vous savez, toutes ces sciences sociales humaines, ou même exact, qu'est-ce qu'elles ont de commun? C'est le bien-être de l'humain. Hein? Que ce soit les mathématiques, c'est pas ou quoi. C'est l'homme qui est au centre, n'est-ce pas, de leur activité, le bien-être de l'humain. Donc moi je crois que tout ce qui touche à l'homme, tout le monde devra avoir, n'est-ce pas, un mot à dire. Hein, c'est comme, je dirais, quand on parle par exemple de la santé, la santé c'est pas seulement l'entreprise d'un médecin. Hein, parce que ce qui contribue au bien-être, à la santé de quelqu'un, c'est pas seulement ou alors ce qui contribue aux maladies, c'est pas seulement une lésion, c'est pas moi, biologique ou anatomique. Donc quand on n'a pas un bel endroit à dormir, quand on n'a pas du travail, eh bien la conséquence c'est quoi? Demain après-demain, on peut tomber malade. Donc c'est ça, quand on ne peut pas soutenir ses enfants, eh bien voilà, on va souffrir, n'est-ce pas, je dirais c'est ça. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que le bien-être de l'humain, c'est ce qui est au centre de toute activité académique. Hein? Donc c'est cela, désolé. Ok. Vous avez des projets futurs? Pouvez-vous nous parler de quelques projets futurs? Oui. Mais les projets futurs, nous les avons dans le cadre de mon activité à l'université comme aumônier. Nous avons un forum où nous pensons, nous réfléchissons sur des questions qui touchent à l'Afrique, mais aussi à la communauté africaine, n'est-ce pas, de la région métropolitaine de d'ici. Je travaille beaucoup sur le problème d'entrepreneuriat et surtout nous voulons voir dans la communauté métropolitaine de d'ici des entrepreneurs francophones africains. Hein? Donc ça c'est vraiment une urgence. Pourquoi? Parce que si je dois nous poser la question, combien connaissons-nous des entrepreneurs francophones africains dans cette région? Eh bien le nombre il est comment? C'est triste, alors que nous sommes dans ces pays que l'on appelle, c'est pas moi, pays d'opportunité. Donc je crois que c'est un de mes devoirs, en tant qu'érudit, pasteur, eh bien, de pouvoir encourager cela. Mais aussi, les problèmes de santé des immigrés m'intéressent. Je travaillais pendant 9 ans avec la Société américaine du cancer. Et beaucoup de problèmes de santé dans nos milieux. C'est l'hypertension, c'est quoi? L'obésité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et puis, voilà, cancer, j'en passe. Et je crois que ce sont des maladies, pour la plupart, dont les causes sont notre train de vie. Et vous le savez bien, chers amis, que le bien-être d'une communauté dépend du bien-être des individus. Si les individus ne sont pas en bonne santé, eh bien, ça n'ira pas dans nos communautés. Donc, c'est notre devoir de pouvoir nous assurer que vraiment nos gens sont en bonne santé.
Donc plutôt que seulement de travailler d'ailleurs sur les symptômes, mais voir quelles sont les causes qui font que la santé de beaucoup de nos gens soit précaire. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Un mot sur l'Union africaine. Sur l'Union africaine. L'Union africaine, ben, cette organisation existe depuis quand d'ailleurs? Nous savons qu'elle a eu comme des grands leaders, notre maman Africa, comment s'appelait déjà? Myriam Makeba et beaucoup d'autres. Eh bien, l'Union africaine a sa raison d'être. Si ailleurs il y a des efforts pour que leur pays soit, nous n'avons pas aujourd'hui l'Union européenne, n'est-ce pas? Et ben voilà, il n'y a pas de raison que l'Union africaine n'existe pas. Mais plutôt que de voir seulement une institution qui est abstraite, symbolique, nous voulons qu'elle soit vraiment pragmatique. Pragmatique. Ah oui. Mais l'espoir peut être permis? Ben, l'espoir, c'est ce qui fait que nous puissions vivre d'ailleurs. Absolument. Voilà. Sur ce, c'était Audience avec révérend Dr Adrien. Nous te laissons dire votre dernier mot et avant de nous quitter. Mon frère Ben, mon frère Alain, ça a été un grand plaisir de faire votre connaissance ici. Ben, que je connais depuis très longtemps, qui soutient mes efforts. Qu'est-ce que je vais dire? C'est une interpellation aux Africains, surtout de la région métropolitaine de d'ici. Nous avons ce devoir moral de pouvoir nous soutenir mutuellement. Il va falloir qu'émerge dans nos milieux cet esprit d'entrepreneuriat, aussi ce souci de voir que notre contribution pour l'Afrique est de grande taille. J'aimerais que vous rentriez en contact avec moi, et je vous donne mes coordonnées, c'est Adrien, avec 2 N à la fin, @american.edu. Ou alors, vous pouvez m'appeler au 240 595 21 27. 240 595 21 27. 30 juin, eh bien, nous aurons une grande réunion à American University dans le cadre de célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vous savez, Congo, comme disait Cheikh Anta Diop, ou même Frantz Fanon, c'est un pays qui représente symboliquement, n'est-ce pas, la force de l'Afrique. Et ce n'est pas en vain qu'il y a, c'est pas moi, toutes ces tragédies au Congo. Donc, lutter pour le bien-être du Congo, c'est vraiment c'est très fondamental pour nous en tant qu'Africains. Donc, je vous invite à cette grande réunion à American University le 30 juin. Ça sera de 10h à 15h30 où nous aurons vraiment des forums de réflexion sur l'avenir du Congo. Et ça sera formidable. Donc, on en parlera davantage avec toi, Ben. Merci bien. On va terminer avec son appel de la grande famille africaine à son événement du 30 juin. Comme vous l'avez entendu, nous vous invitons tous à y être ce jour-là pour supporter les causes africaines. Téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici sur Audience. Nous vous invitons à télécharger notre application Afrique Today sur vos téléphones, sur vos tablettes pour pouvoir suivre nos programmes. Aussi, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube et bien sûr sur notre site web www.afriquetoday.com. C'était un plaisir, c'était Audience avec vous, avec Ben Diédhiou, avec notre cher invité Adrien. C'était un plaisir et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission dans 2 semaines. Sur ce, passez une très bonne soirée. Merci. Merci d'être venu. Mes amitiés, mon frère. Merci beaucoup. Ça a été pertinent. Merci beaucoup.